Donc le RU 486, en ayant une action anti-progestérone, va donc déclencher de façon anticipée les règles et va donc s'opposer à la nidation d'un éventuel embryon. Cette partie va traiter des différents modes de procréation artificielle, donc notamment l'insémination artificielle. Elle va être pratiquée lorsqu'il y a par exemple une infertilité masculine. Pour cela, on va récupérer le sperme d'un conjoint ou d'un donneur anonyme. On va sélectionner les spermatozoïdes les plus mobiles qui vont être ensuite directement injectés dans la cavité utérine. Donc on va pratiquer également une stimulation ovarienne de la femme pour favoriser son ovulation. L'idée, c'est d'augmenter les chances de fécondation en faisant passer la redoutable barrière de la glaire cervicale dans le col de l'utérus, et donc en déclenchant une ovulation de plusieurs follicules. La fécondation in vitro et transfert d'embryons. Donc là, il y a plusieurs étapes, mais l'idée, c'est de stimuler d'abord les ovaires par injection d'hormones, de FSH. On fait des ponctions ovariennes, donc récupérer plusieurs ovules d'une même femme. On va récupérer ensuite les spermatozoïdes d'un conjoint ou d'un donneur anonyme. On va mettre en contact les deux gamètes, donc l'ovule et le spermatozoïde, dans un liquide nutritif. Des fécondations vont avoir lieu, donc naturellement, dans le tube à essai, donc c'est la partie in vitro. Et puis ces embryons vont être ensuite réimplantés dans la femme qui aura subi au préalable un traitement hormonal pour que la muqueuse utérine permette l'anidation des embryons. Troisième technique, l'ICSI, donc c'est l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Donc ça, c'est une technique qui va se dérouler sous le microscope et qui va permettre l'injection d'un spermatozoïde directement dans le cytoplasme de l'ovule lorsque les fécondations naturelles in vitro ne peuvent pas se produire seules. Donc avoir une sexualité, si on voulait un petit peu parler un petit peu de ça aussi, ne se limite pas à la maîtrise de la procréation. Être responsable dans sa sexualité, c'est également se protéger des infections sexuellement transmissibles. Nous avons vu au préalable qu'il existait chez l'homme un microbiote qui va jouer un rôle de protection. Et donc l'hygiène intime chez la femme notamment, pour protéger sa flore vaginale, va permettre de veiller à ce que des micro-organismes pathogènes ne prolifèrent pas dans cette flore vaginale. Donc ça va viser à éviter un déséquilibre. Mais si cette hygiène est nécessaire, il ne faut pas en abuser, car l'excès d'hygiène va être néfaste à toute la flore, notamment vaginale. Lorsque donc du coup des champignons peuvent se développer, par exemple, et ça peut provoquer des irritations ou des pertes blanches. Donc on parle de mycose. Donc tout déséquilibre du microbiote vaginal, donc je vous rappelle, le microbiote vaginal, ce sont des bactéries non pathogènes du microbiote, va favoriser l'apparition d'IST, donc d'infections sexuellement transmissibles, telles que des mycoses, comme des champignons, ou des virus, comme le papillomavirus, qui peut provoquer le cancer du col de l'utérus. Il y a également des bactéries, du genre chlamydia, des parasites, des protozoaires, et donc chlamydia présente la particularité d'être une des principales causes de stérilité chez la femme. Le VIH, donc lui c'est le virus à l'origine du sida. Attention, on ne guérit toujours pas du sida, on n'a toujours pas de vaccin contre le VIH, mais le diagnostic précoce de sa séropositivité va permettre de ralentir l'évolution de la maladie en ayant un traitement adapté. Le seul et unique moyen actuel de prévenir le VIH reste l'utilisation du préservatif. L'herpès aussi, c'est un virus qui peut provoquer des affections de la peau. Il en existe différentes formes, mais les plus répandues sont la forme labiale, donc ce qu'on appelle encore, vous connaissez peut-être les boutons de fièvre ou les boutons de fatigue qu'on a au coin des lèvres, et puis la forme génitale. Donc contre les IST, seul le préservatif masculin et féminin, les carrés de latex par exemple, qu'on appelle aussi on peut appeler les digues dentaires,
sont des moyens efficaces de prévention car ils empêchent tous les agents pathogènes, champignons, virus, bactéries, de se transmettre. Donc tout symptôme génital anormal peut trahir la présence d'une IST. Attention, les préservatifs, qu'ils soient masculins ou féminins, doivent être posés de façon rigoureuse et sérieuse. Troisième partie, donc sur vivre sa sexualité. Donc quel est le lien entre le plaisir et la sexualité? Donc l'activité sexuelle qui permet la procréation, donc chez la plupart des mammifères, enfin chez même quasiment tous les mammifères, est influencée chez nous par un système cérébral particulier, le système de récompense, que l'on ne retrouve pas chez la plupart des mammifères. Alors on le retrouve chez certains singes, comme les bonobos, et chez certains dauphins. Les données expérimentales montrent que ce système de récompense va favoriser la réalisation des besoins vitaux d'une espèce ou d'un individu. Quand ce système est activé, il induit des sensations de plaisir. Le système de récompense permet d'influencer les comportements. En simplifiant, par exemple, durant la prise de nourriture, par exemple, ou des activités sexuelles, la réalisation d'une de ces actions va être récompensée par une sensation de plaisir gustatif ou sexuel. Donc c'est comme ça qu'on a mis en évidence ce circuit de la récompense, en utilisant des rats qui appuyaient sur une petite pédale pour s'administrer une petite dose de récompense. Ces sensations de plaisir vont inciter les personnes à reproduire ces actions favorables à la survie de l'individu ou de l'espèce. Donc il existe des régions cérébrales, donc comme l'aire tegmentale ventrale, que vous avez ici, le septum, les centres amygdaliens, etc., qui vont entraîner une sensation de plaisir si elles sont stimulées. Alors comment ça fonctionne? L'aire tegmentale ventrale va recevoir une information de plusieurs autres régions du cerveau qui lui indiquent le niveau de satisfaction des besoins fondamentaux, donc en provenance de l'hypothalamus par exemple, ou bien relatif à une action donnée de nos membres ou des informations sensorielles liées à l'observation de notre vue, notre toucher, notre odorat, notre ouïe. Donc ça c'est le rôle du cortex cérébral qui va transmettre une information sensorielle à l'aire tegmentale ventrale. Cette aire tegmentale ventrale va analyser et transmettre ces informations de satisfaction grâce à un neuromédiateur, donc un neuromédiateur chimique particulier qui s'appelle la dopamine. Cette dopamine va aller jusqu'au noyau accumbens, qui va avoir un rôle dans les mouvements, jusqu'au septum, ici, donc il va avoir un rôle dans les émotions, aux centres amygdaliens, pour les émotions également, l'hippocampe pour la mémorisation, et au cortex préfrontal pour l'attention, notamment liée à l'activité. Donc cette dopamine libérée va activer des neurones, donc des cellules nerveuses, de toutes ces régions, qui vont donc posséder des récepteurs à dopamine, et vont donc déclencher une sensation de plaisir. Donc s'alimenter, se reproduire, sont des activités essentielles à la survie d'un individu et d'une espèce, et donc du coup ces comportements vont être associés à de fortes sensations de satisfaction. Et donc du coup on parle de véritable circuit de la récompense, c'est donc développé au cours de l'évolution, ce qui va favoriser ces comportements reliés à nos besoins fondamentaux. Si je vous parle du pot de Nutella, vous avez tous tout de suite en mémoire l'image mentale d'un pot de Nutella, et déjà le circuit de la récompense s'active en prévision de la récompense que vous pourriez, de la sensation de plaisir que vous pourriez retirer en mangeant, en dévorant une ou plusieurs cuillères de ce pot de Nutella. Donc le circuit de la récompense est donc au cœur de notre activité mentale et va orienter tous nos comportements. Nous évitons de faire des choses qui nous font du mal, auxquelles on ne prend pas plaisir. Cependant, chez l'homme, la seule biologie ne peut à elle seule expliquer les sentiments amoureux, le désir, le plaisir. Donc son comportement sexuel, donc notre comportement sexuel, va être influencé par d'autres facteurs cognitifs, affectifs et également culturels. Et donc du coup, ce système de récompense explique aussi les phénomènes d'addiction et de dépendance, puisque chez
les dépendants aux drogues, à certaines drogues ou même au sexe, hein, ce circuit de la récompense va être suractivé, surexploité. On observe que d'autres facteurs vont intervenir dans la sexualité, donc chez les mammifères non primates. Si des rongeurs sont castrés, par exemple, leur comportement sexuel, donc la libido, donc qui est l'énergie de la pulsion sexuelle, est aboli en une quinzaine de semaines environ après l'opération. Cela signifie que le comportement sexuel de ces animaux est directement dépendant de la présence des hormones sexuelles telles que la testostérone chez le mâle ou les oestrogènes chez la femelle. De même, chez un grand nombre de mammifères des régions tempérées, la période d'activité sexuelle est directement impactée par la durée des jours et des nuits, alors que dans les régions subtropicales, c'est la prise en compte des alternances saison sèche, saison humide qui va intervenir. Cela est à mettre en relation avec la disponibilité des ressources alimentaires impactant les chances de survie pour la descendance. On assiste ainsi, sur certaines périodes, à des parades nuptiales. Tout le monde a déjà entendu parler du brame du cerf, ou des combats entre mâles assez féroces que l'on voit régulièrement dans les reportages animaliers à la télé, et des périodes d'accouplement. Donc chez la plupart des mammifères, la sexualité est directement liée à l'accouplement et donc à la reproduction, et donc est complètement dissociée du plaisir tel que nous pouvons le concevoir. À l'inverse, des études de natalité dans l'espèce humaine montrent qu'il n'existe pas de période de natalité saisonnière. Donc ça veut dire que nous avons dissocié l'activité sexuelle de la reproduction. La société peut également s'immiscer dans notre intime, puisque nous avons dissocié la sexualité de la reproduction. Donc chez nous, comme chez certains primates, comme chez le bonobo par exemple, hein, la sexualité va être un moyen de dénouer des tensions au sein des communautés. Elle va être un outil pour créer des alliances, des complots, des compromis. Du coup, chez le bonobo, la sexualité est un vrai enjeu pour la communauté. Dans l'espèce humaine, la génétique permet d'expliquer la détermination du sexe biologique. Elle ne peut par contre pas être la seule explication à deux notions importantes, l'identité sexuelle d'une part et l'orientation sexuelle d'autre part. L'identité sexuelle va relever de trois composantes. Le sexe biologique, donc qui lui se met en place dans la mise en place, enfin qui se met en place dès la fécondation, donc on l'a expliqué au tout début de la vidéo. Le sexe social, qui correspond à la manière dont on éduque et à la manière dont on est perçu par la société. Et le sexe psychologique, qui correspond à la manière dont la personne elle-même se sent. Donc vous voyez bien qu'ici, en termes d'identité, il peut y avoir des conflits entre ces trois paramètres, le sexe biologique, le sexe social et le sexe psychologique, qui peuvent entraîner des perturbations. Et donc, à un moment donné, des conflits chez les personnes qui peuvent être en opposition entre le sexe social, par exemple, et le sexe psychologique. Donc l'identité sexuelle va se construire tout au long de la vie. Très souvent encore, la manière dont un enfant est élevé est le résultat de représentations simplifiées aboutissant à la mise en place de stéréotypes de genre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en ai montré un tout à l'heure. La testostérone était montrée sur une courbe bleue, les oestrogènes étaient montrés sur une courbe rose. Donc là, on avait bien des stéréotypes de genre, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. C'est-à-dire donc une attribution d'idées préconçues attribuant à chaque sexe un certain type d'activité, de comportement. L'orientation sexuelle, elle, correspond à l'attirance sexuelle pour une personne. Elle relève donc uniquement de la vie privée. Elle correspond au choix du partenaire sexuel, soit de sexe opposé, hétérosexualité, de même sexe, homosexualité, des deux sexes, bisexualité, voire d'absence de partenaire, asexualité, ou absence de choix de sexe ou de genre. Donc là, on appelle ça la pansexualité. Voilà, je suis désolé pour cette vidéo qui est un peu longue, elle dure 1 heure. J'espère que vous avez pu retenir un certain nombre de choses. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si je ne vous revois pas, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Profitez bien de votre été et peut-être nous recroiserons l'année prochaine. À très bientôt.